Madame, Monsieur, bonsoir. En vedette ce jeudi, test négatif du Cameroun à la poliomyélite. Après 3 années consécutives sans nouveau cas, le certificat de pays libre du poliovirus sauvage décerné au Cameroun depuis hier. Consultation du carnet de la lutte contre la polio dans ce 20h30. Lutte contre la piraterie, démonstration de force de l'armée camerounaise. Des pirates de mer neutralisés par le bataillon d'intervention rapide Delta dans la péninsule de Bakassi. Marchandises, armes et carburants de contrebande également saisis, accostage du 20h30 à Bakassi dans quelques instants. Dans le jeudi des régions, la guerre du sol fait rage à Douala, litige foncier en cascade dans le littoral, les chefs de terre interpellés de tous les côtés. Que peut l'autorité administrative? Enquête d'Olivier Kingemoli depuis la terre de ses ancêtres à Douala. Voilà pour les titres. Partons tout de suite. Le port Michael, du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Partons donc tout de suite pour l'immeuble Étoile où le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a tenu la traditionnelle réunion interministérielle en visioconférence. Les préalables pour la reprise des vols internationaux au Cameroun, le respect des mesures barrières dans les hôtels et restaurants, ainsi que la création d'une plateforme numérique de lutte contre le coronavirus au centre des échanges. Joseph Clément Omba. Au Cameroun, la courbe de contamination au coronavirus est ascendante, mais l'équipe gouvernementale reste d'appoint pour la maîtrise de la pandémie. Autour du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, la réunion hebdomadaire de suivi de la stratégie de riposte gouvernementale fait un monitoring quotidien de la situation épidémiologique au Cameroun. Aide-mémoire, le ministre de la Santé publique, Dr Malachi Manaouda. Il affiche son tableau, 10 638 cas confirmés positifs, 7 548 guérisons, 2 808 cas actifs, pris en charge et 282 décès. La multiplication des pôles de testing massifs induit une prise en charge précoce des patients. L'expansion progressive de l'offre de soins est désormais actée. La mise en fonction du centre spécialisé du lieu-dit, ancien Orca à Yaoundé, 294 lits, et Yassa à Douala, 191 lits, booste la prise en charge qualitative. À l'analyse, la carte épidémiologique du Cameroun dessine 3 types de zones. Les régions à épidémiologie élevée, le littoral, le centre et l'ouest. Les régions à épidémiologie modérée, l'est, le sud et le nord-ouest. Puis les régions à épidémiologie normale, la Damawa, l'extrême nord, le nord et le sud-ouest. Pour prendre l'altitude dans la maîtrise de l'épidémie, le Premier ministre échange avec le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngala-Bibé. Ce dernier se concentre sur les préalables à la reprise globale annoncée des vols internationaux. Protocole préconisé. Exiger un résultat Covid-19 négatif datant de moins de 3 jours aux passagers. Confinement des équipages à l'hôtel pendant leur repos, mise en place d'un dispositif d'alerte en cas de suspicion. Dans les restaurants et les hôtels, désormais réouverts à la clientèle, le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Magari, met un point d'honneur au respect scrupuleux des mesures barrières dans ces lieux de forte concentration humaine. Ils attirent également beaucoup de touristes. Au ministère des Postes et des Télécommunications, où Mina Libom Lilikeng est à la manœuvre, la mise en place d'une plateforme numérique avec le concours de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique devrait aboutir à la création d'une application Covid-19 de contrôle de l'épidémie. Pour éviter des usages détournés, la ministre insiste sur la protection des données à caractère personnel, avec d'ailleurs un projet de loi en cours d'élaboration. Une concertation nourrie entre membres du gouvernement. Consigne majeure du Premier ministre Joseph Dione Ngouté, si l'ouverture de l'espace aérien international s'assimile à un moteur de relance de notre économie, elle ne doit pas ouvrir la voie à une nouvelle vague de contamination. Les places aéroportuaires affinent ainsi leur dispositif de maillage des vols pour un atterrissage en douceur.
Après le Maroc, voici l'appui déterminant de la Chine dans la lutte que mène le Cameroun contre le coronavirus. Une importante aide médicale de l'Empire du Milieu a été réceptionnée hier jeudi au nom du chef de l'État par Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. La cérémonie tenue à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen a donné lieu à l'éloge de l'amitié sino-camerounaise. Yves-Marc Medzo. En cette journée du 17 juin 2020, la nuit a déjà recouvert de son épais voile la capitale camerounaise, même si le ciel, lui, tarde à décolérer. C'est donc encore bien trempé que le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen accueille le gros porteur dont la marque et les écriteaux dévoilent à la fois l'origine et l'identité des occupants à bord. L'arrivée en terre camerounaise en ce début de soirée du 17 juin 2020 de cet avion cargo de l'Armée populaire de libération de la Chine vient couronner une intense journée entamée quelques heures plus tôt dans l'un des salons de l'aéroport avec le paraphe par le ministre camerounais de la Santé publique Malachi Manaouda et l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Wang Yingwu, des documents relatifs à ce don, le second en l'espace de 3 mois. Pour l'essentiel, le matériel offert par la Chine à notre pays ce 17 juin est constitué de 1032 kits de dépistage, 300 000 masques chirurgicaux, 20 000 masques N95, 15 000 combinaisons de protection, mais également 15 000 paires de gants et 3 000 paires de couvre-chaussures. Décidément au four et au moulin en cette journée particulière, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sera à nouveau dépêché par le président Biya pour réceptionner cet important don. Pour le partenaire chinois, il s'agit à travers cet autre geste d'amitié et de solidarité d'accompagner les efforts du gouvernement camerounais dans sa lutte sans relâche contre le coronavirus. Le gouvernement chinois a accordé aujourd'hui le deuxième lot des matériels sanitaires au gouvernement camerounais pour soutenir les efforts de ce pays à faire le combat contre la Covid-19. Et déjà avant, le premier lot des matériels sont déjà arrivés sur Yaoundé. Le premier lot des matériels a un poids de 2,3 tonnes. Et le deuxième lot, donc le lot actuel que nous allons remettre au gouvernement camerounais, a un poids de 8,3 tonnes. Dans le déploiement de cette formidable chaîne de solidarité de l'Empire du Milieu au profit du Cameroun et de l'Afrique, la première dame de Chine, Mme Xi Jinping, a décidé elle aussi d'apporter sa contribution en apportant à la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, via sa fondation éponyme, la fondation Chantal Biya, un important lot de matériel médical. Ce don, c'est un don spécial de la première dame de Chine, pas le truchement de la première dame de Chine, que la Chine octroie à la première dame camerounaise pour l'aider à lutter contre la Covid-19. Vous savez, la première dame camerounaise a comme cheval de bataille le soutien des couches défavorisées, le soutien de l'enfant et le soutien de la femme. Pour le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, cet autre geste des autorités chinoises témoigne de toute la profondeur de la relation entre Yaoundé et Pékin. La pandémie du Covid-19 est une pandémie qui a frappé et qui frappe encore le monde entier durement. Et c'est une pandémie contre laquelle le gouvernement camerounais, sous la houlette du président de la République, le président Paul Biya, se bat avec efficacité, à l'instar du gouvernement chinois. Et je souhaite, au nom du président de la République, exprimer notre profonde gratitude pour ce geste d'amitié, ce geste de fraternité. À travers ces multiples dons, il ne fait pas de doute que le Cameroun est chaque jour un peu plus outillé pour faire face à la pandémie du Covid-19 qui, hélas, se fait toujours menaçante. Un phénomène étrange dans la prise en charge de cette pandémie. Certains malades développent une résistance au traitement. Ils ne sont pas si nombreux, mais leur cas préoccupe tout de même. Pour les médecins, l'explication est à chercher dans l'organisme et le système immunitaire de ces patients. Explication dans ce reportage de Martine Weldengue.
Le coronavirus a décidément la peau dure. Certains patients font de la résistance au traitement. Nous avons chacun un système immunitaire différent. Il y en a qui pourront avoir un système immunitaire un peu faible par rapport à d'autres. L'organisme même combat spontanément le virus. Les médicaments qu'on donne ont pour rôle de favoriser ce combat-là. Si le système immunitaire n'est pas assez compétent, le virus va s'éliminer de manière assez lente par rapport à d'autres personnes. Ces malades lents à la guérison souffrent déjà d'autres pathologies comme le cancer ou encore le diabète. Lorsqu'on est face à un résultat de contrôle toujours positif, on s'interroge d'abord nous-mêmes. On essaie de voir est-ce que le patient a eu à prendre le traitement adéquat. En plus de cela, on essaie de réexaminer le patient pour voir est-ce qu'il y a une pathologie qui s'est ajoutée en cours d'hospitalisation ou même ceux qui sont suivis à domicile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a eu à favoriser la baisse de son système immunitaire? Face à cette situation, les médecins rassurent, il ne faut surtout pas paniquer ni croire à l'hypothèse de la sorcellerie. Le Covid a plusieurs phases. On a des phases asymptomatiques et on a d'autres phases symptomatiques. Il y a également plusieurs critères de guérison. Il y a un critère de guérison clinique qui se base sur les signes et symptômes qu'il a présentés au début de la maladie. Et il y a le critère principal, le critère biologique, avec ces tests de contrôle qu'on fait. Et c'est ça qui permet de déclarer que quelqu'un soit guéri. Le Covid, ce n'est pas la sorcellerie. Le Covid, ce n'est pas la mort. Et comme on a l'habitude de dire, chaque organisme est unique en son genre. Respecter son traitement, suivre les indications des médecins et faire confiance à son organisme. Telle est l'ordonnance pour les cas de résistance au coronavirus. Le Cameroun résiste et est désormais pays libre du poliovirus sauvage, une avancée considérable vers l'éradication de cette maladie qui touche les enfants. Le dernier cas enregistré sur le sol camerounais remonte à 2014. Le ministre de la Santé publique salue cette victoire et les efforts déployés. Manaouda Malachi a donné un point de presse ce jour à Yaoundé. Alvin Giselze. Le Cameroun se dirige vers le dernier kilométrage pour s'affranchir définitivement de la présence du poliovirus sauvage. Le statut de pays libre de la polio acquis ce jeudi au terme de la 25e réunion de la Commission régionale de la certification de l'éradication de la polio pour l'Afrique est déjà en soi une victoire. Célébrons cette victoire en s'engageant tous à soutenir la vaccination systématique de nos enfants cibles sur l'ensemble du territoire national. La voie vers la certification est ouverte. Il faut pour cela préserver ce statut de pays libre de poliovirus, si chèrement acquis. Être déclaré pays libre de la polio sauvage ne veut pas dire qu'on doit aller se coucher. Au contraire, nous devons travailler beaucoup plus. Nous devons continuer à assurer un taux de couverture vaccinale très important. Le dernier cas importé de poliovirus sauvage date de 2014. Malgré les progrès accomplis, la vigilance reste de mise. Il n'y a pas de poliovirus sauvage qui circule dans nos pays. La région africaine va maintenant présenter l'ensemble de la région africaine à la Commission mondiale. Et c'est la Commission mondiale qui va déclarer que la région africaine a éradiqué la polio. Outre le Cameroun, la RCA, Nigeria et le Soudan célèbrent cette victoire contre le poliovirus sauvage. Cette maladie invalidante qui touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Voici les dernières nouvelles de la session parlementaire en cours au Sénat. La plénière de ce jour était consacrée aux questions orales. 3 membres du gouvernement ont répondu aux préoccupations des sénateurs. La construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, la desserte de la ville de Kousséri par voie aérienne, mais aussi les conditions de travail à la Cour d'appel du Nord-Ouest à Bamenda constituaient les principaux centres d'intérêt. Mathieu Kemgo. Des préoccupations pratiques au cours de cette plénière des questions orales. Le sénateur Henry Kemende ouvre le bal. Il dit s'inquiéter des actes de corruption observés à la Cour d'appel du Nord-Ouest à Bamenda. Il veut également savoir pourquoi cette juridiction est construite en bordure de route. Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, lui a apporté des éléments de réponse. Au ministère, nous avons l'inspecteur général dont le rôle, effectivement, c'est de s'assurer
s'assurer de la probité des magistrats. Donc lorsqu'il y a une question de corruption qui arrive, il va mener des investigations, on va traduire, n'est-ce pas, le magistrat ou le greffier concerné devant le conseil de discipline. S'agissant de la deuxième préoccupation, sur le manque de barrières pour protéger la cour d'appel de Bamenda, nous avons pris acte de ce qu'il faut une barrière là-bas et qu'envisageons d'ici 2022 peut-être de trouver, n'est-ce pas, les moyens financiers pour construire cette barrière. Le sénateur Mahamat Baha Marouf s'est intéressé à la difficulté qu'il y a à rallier Kousséri par voie aérienne. Actuellement, il faut passer par N'Djamena au Tchad avec toutes les conséquences que ce détour peut avoir. Il souhaite la relance du projet de construction de l'aéroport du chef-lieu du Logon et Chari. En réponse, le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Joya Zakariaou, a soutenu qu'avec la reprise envisagée des vols internationaux dans le contexte du Covid-19, il est prévu avec Amaeko le réaménagement de la desserte de N'Djamena. Quant à la construction d'un aéroport à Kousséri, le sujet fait partie des préoccupations du gouvernement. Le sénateur Pierre Flambon-Gayab s'est inquiété des retards observés sur le chantier de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala. Comme élément de réponse, le ministre des Travaux publics a évoqué la modification du profil de l'autoroute. Emmanuel Nganou-Djoumessi a aussi parlé du relief très accidenté et des retards dans la libération des emprises. Les sénateurs ont appris que sur les 60 km concernant la première phase de ce chantier, 40 km sont achevés et les terrassements très avancés sur les 20 km restants. Mais les travaux qui devraient être livrés au 31 décembre 2020 le seront plus tard à cause de la survenance du Covid-19. Quant aux 136 derniers kilomètres portant sur la deuxième phase de l'autoroute, un partenariat public-privé est envisagé pour boucler les financements. Le projet de loi régissant l'activité statistique est en examen depuis ce matin à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Mey, était donc face aux membres de la Commission des affaires économiques de la Chambre pour défendre ce texte qui ambitionne la réforme de la législation actuelle. Clarisse Tang. Le projet de loi régissant l'activité statistique a fait l'objet d'un examen minutieux par les membres de la Commission des affaires économiques. Il s'agira, explique le ministre de l'économie Alamine Ousmane Mey, qui était face au commissaire de l'Assemblée nationale, de réformer la législation encadrant l'activité statistique jusqu'ici, notamment pour la conformer aux dispositions de la résolution sur les principes fondamentaux de la statistique officielle de la Commission statistique des Nations unies d'avril 1994 et de la Charte africaine de la statistique adoptée en février 2009 par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ce projet de loi impose donc la préservation des données statistiques. Mais la statistique, elle est fondamentale dans l'élaboration des politiques publiques, dans la prise de décision, dans l'évaluation des objectifs qui sont les nôtres en matière d'amélioration des conditions de vie des populations dans tous les secteurs d'activité. Elle doit être aussi de qualité. La révision de cette loi permettra donc au Cameroun de se mettre aux normes statistiques internationales, notamment à celles de la Charte africaine de la statistique ratifiée le 25 avril 2016. Dans un tout autre registre, ce jour, suite à la démission de 3 députés, le 4e bureau de validation a examiné les dossiers de leurs suppléants. Je peux vous dire avec satisfaction que tous les documents demandés, exigés par la loi ont été bien examinés et il n'y a pas eu d'irrégularité dans ces documents. Prochaine étape attendue, la remise des attributs. Notre série sur le collectif budgétaire se poursuit. Ce soir, halte au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Ce département ministériel a recentré ses priorités sur l'augmentation de la production de riz, le financement des cultures à court cycle et la mise à disposition des semences de bonne qualité. Marie-Laurence Guy. Au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'ordonnance du 3 juin 2020 a été sans pitié. 18,2 milliards de francs CFA sont tombés. Il est donc question pour ce département ministériel de recentrer ses priorités. Le soutien des productions maraîchères dans les périmètres urbains et périurbains, nous allons nous recentrer sur nos missions essentielles, à savoir l'augmentation de la production du riz,
la mise à disposition des semences de bonne qualité, c'est-à-dire la production de semences, que ce soit de maïs, de pommes de terre, de manioc ou de plantain, et le soutien à la production cacaoyère. La gouvernance, l'appui au secteur rural, l'amélioration de la productivité et de la compétitivité, la modernisation de l'agriculture sont des axes majeurs sur lesquels le MINADER avait budgétisé son enveloppe 2020. La réduction drastique de son budget a donc entraîné le report, voire l'annulation de certains projets. Nous avons été obligés de laisser tomber un certain nombre de choses telles que la construction de postes agricoles, la construction ou la réhabilitation des délégations départementales, l'acquisition d'un certain nombre de véhicules pour nos collaborateurs. Donc, nous nous sommes recentrés essentiellement sur la production. Certainement pour éviter la crise alimentaire après cette crise sanitaire. Il est donc question de faire le maximum avec peu de moyens dans ce contexte de Covid-19. Voici 100 jours que la riposte contre le coronavirus est effective au Cameroun. Occasion pour le ministre de la Santé publique de faire une évaluation. Et l'on retient essentiellement que 10 638 personnes ont été testées positives et qu'il y a eu 7 548 guérisons. D'autres détails avec vous tout de suite, Évariste Yenga. Vous vous trouvez au centre des opérations des urgences de santé publique ici même à Yaoundé, avec naturellement votre invité. Évariste, bonsoir. Bonsoir Robial. De valeureux soldats en ligne de front dans le combat contre la pandémie. Voilà comment le ministre de la Santé publique a qualifié tous les personnels de santé ce soir à l'évaluation des 100 premiers jours de ce combat mené par tout le collectif médical du Cameroun. Et ce n'est qu'un morceau choisi de la litanie égrenée par le docteur Manaouda Malachi il y a quelques instants. Et c'était l'occasion pour lui de magnifier les efforts du corps médical. C'était l'occasion pour lui de rendre hommage à ces hommes et femmes qui, de jour et de nuit, travaillent d'arrache-pied pour sauver des vies, pour contribuer au bien-être des populations. Le bilan de ce soir est également une revue des 100 premiers jours. Des personnes contaminées à ce jour est de 10 638, celui des personnes guéries 7 548, celui des décès 282 seulement. Les cas actifs, on en dénombre 2808 actuellement, de quoi ne pas s'alarmer, la capacité hospitalière est très au-dessus de la demande. Le personnel médical magnifié, on en reparle donc ce soir. Ce sont ces hommes et femmes qui, en même temps, ont mené un combat positif, mais ont été accrochés par le virus. Certains infectés, notamment. Je reçois ce soir le docteur Ngo Tonier Marie. Elle est officier de santé et de sécurité. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Évariste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous... on en dénombre un peu plus de 200 personnels de la santé qui ont déjà été infectés par la maladie à coronavirus. Dites-nous, dans leur cas précis, qu'est-ce qui est fait? Comment se passe leur prise en charge? Est-ce qu'il y a un circuit préférentiel? Lorsqu'un personnel de santé est infecté, le circuit est le même par rapport à tous les autres patients, mais avec quelques particularités. Pour le personnel de santé, nous avons d'abord les sites de dépistage pour eux. Dans la région, au niveau de Yaoundé, c'est le site de Ndjingolo qui est réservé pour le personnel de santé. Et au niveau de la prise en charge, elle est certes globale comme pour tous les autres patients, mais la prise en charge est plus axée sur le côté psychiatrique et psychologique, parce que ce personnel est face à un stress, à une augmentation de la charge de travail et à la stigmatisation. Prendre en charge et renforcer la prise en charge psychologique permettrait de mieux suivre et d'avoir de meilleurs résultats après la maladie. Et il n'est pas sans oublier que le gouvernement aussi met un point d'honneur sur la protection de personnel soignant avec l'acquisition continue des équipements de protection individuelle et aussi la réinsertion de ce personnel après la maladie. Avant cette réinsertion, il y a que lorsque certains personnels sont infectés, elles sortent du circuit.
pour être à la place des patients en ce moment. Comment on fait des postes vacants? Comment se passe le relais? Lorsque ces personnels sortent du circuit, le fait de sortir du circuit augmente d'abord la charge du travail pour le reste de l'équipe. Ça crée un vide. Mais heureusement pour nous, les équipes pluridisciplinaires dont nous disposons sont en mesure de combler ce vide pour permettre la continuité du service. Merci à vous, Dr Ngotenier, d'avoir répondu à notre invitation. L'offre hospitalière est au-dessus de la demande. C'est une autre précision du Dr Manaouda Malachi ce soir. Avec 2808 cas actifs, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il y a un nombre de lits suffisant dans les hôpitaux centraux, régionaux et les centres spécialisés. Il y a seulement 2008 qui sont asymptomatiques et 741 qui sont en situation d'hospitalisation et 44 sont sous oxygénothérapie. Voilà ce qu'on a rassemblé pour vous comme information ce soir. Romuald, à vous le plateau. Merci Évariste pour toutes ces précisions. Après 100 jours de combat, la maladie se poursuit. De quoi se désinfecter les mains quelques instants avant de continuer ce journal. Les habitants de Yaoundé vont bientôt oublier le calvaire des coupures d'eau courante. Le projet d'approvisionnement de la capitale en eau potable à partir du fleuve Sanaga est rendu maintenant à 64% de sa réalisation. Et les premiers liquides couleront à flot dès décembre prochain. Nos équipes ont effectué une visite de ce projet. Reportage de Cyril Kingebepe. La Sanaga au lieu dit Bachenga. Ici, l'on va pomper de l'eau pour alimenter la capitale. Seulement, tout ceci exige une énergie électrique permanente et le projet veut réduire la charge indemnitaire. Nous sommes aujourd'hui au poste de transformation électrique qui est pratiquement fini. Mais il ne peut pas être connecté parce que la question de libération de la ligne électrique n'est pas résolue. Nous avons identifié en projet de barrage de Nakchigal la possibilité de nous greffer sur l'emprise qu'ils ont déjà libérée, suffisamment large. Cette question d'électricité a ainsi réuni en Komtou les cadres du ministère de l'eau et de l'énergie, le chef de projet, l'entreprise en charge du chantier, puis les cadres des NEO et de la Sonatrel. Le ministre a demandé donc qu'on descende sur le terrain pour toucher du doigt ces possibilités qui sont d'ailleurs sur le plan technique déjà possibles. 64% des travaux sont déjà réalisés. D'ici quelques mois, Yaoundé aura de l'eau potable de la Sanaga. On a eu un peu d'obstacles, comme par exemple le coronavirus. Je pense qu'on peut finir notre projet à l'heure prévue, avant la fin 2020. Une décision définitive du ministre de l'eau et de l'énergie va dans les prochains jours permettre de lever cet autre obstacle à la réalisation de ce projet d'envergure. Coup de filet du Bir Delta dans la péninsule de Bakassi. Les forces de défense ont neutralisé une attaque des pirates de mer avec à la clé des marchandises, des armes et du carburant frelaté saisis. Lors d'une descente sur le terrain, le commandant du Bir Delta, le lieutenant-colonel Alain Olama Aïssi, a appelé les populations à une plus grande collaboration. Charles Lebon Noïsso, à Djabane. La péninsule de Bakassi ne sera pas un banc d'essai pour les bandits de mer. Le plan Vigipirate déployé par le Bir Delta porte des fruits. Avec une belle prise le 12 juin dernier, dans le cadre d'une opération qui a permis de neutraliser 6 pirates, de récupérer des embarcations, de la drogue, des armes, des munitions, de l'argent et des gris-gris. L'armée républicaine sécurise la zone, les intérêts du Cameroun, protège, soigne, éduque et encadre les populations. Les populations auxquelles nous disons merci et que nous exhortons à collaborer pour ce qui est de leur propre sécurité. Et le deuxième message, il va à l'endroit de ceux qui ont choisi cette voie, la voie de la piraterie maritime. Nous voulons leur dire simplement que
les eaux camerounaises ne sont pas un théâtre d'expérimentation pour ce genre d'activité. La synergie armée-nation qui règne dans la zone est très forte. Les biens des populations volés par les pirates leur sont restitués après décision de justice du procureur de la République. J'ai sorti de Idna pour rentrer à Ida Bateau, donc vers les 19h40, on nous a agressés. Je suis venu directement vers le colonel. À Ida Bateau, comme à Djabane, où vivent en harmonie populations venues du Ghana, du Nigeria, de l'extrême nord du Cameroun et les populations locales, les belles victoires de l'armée sur les pirates sont célébrées en chansons. La sécurité sera de plus en plus renforcée d'ailleurs avec la sortie de 26 auditeurs de l'École internationale de forces de sécurité. Les lauréats venus de 5 pays d'Afrique ont reçu des brevets d'études supérieures en sécurité. C'était à Hawaï, non loin de Yaoundé, où se trouve le siège de l'EIFORCE. Le directeur général de cette institution, le général de brigade André Patrice Bitotet, présidait la cérémonie. Joël Igor Abanda. Avec un effectif record de 27 auditeurs, la 6e cuvée du brevet d'études supérieures de sécurité, label exclusif de l'EIFORCE, destiné aux forces de sécurité, a regroupé pendant 10 mois des fonctionnaires de police et officiers supérieurs de gendarmerie du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Niger. Et sur les 27 auditeurs du BES 6, 26 ont eu la moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 exigés pour l'accès au cercle restreint et distingué de breveté. Nous sommes fiers de pouvoir servir comme officier supérieur d'état-major stratégique dans les états-majors justement de sécurité. Et nous espérons que nous pourrons donner une autre voie pour la construction de la pierre sécuritaire au Cameroun. Et pour les stagiaires du 9e diplôme d'état-major des forces de sécurité, 14 au total, c'est un taux de réussite de 100%. Le diplôme que j'ai reçu va me permettre déjà, dans le cadre de la rédaction des documents d'état-major, appuyer ma hiérarchie, donc faire des très bonnes analyses, la planification. Pendant 16 semaines, les 14 fonctionnaires de police et officiers de gendarmerie ont suivi une formation de niveau tactico-opératif, un savoir-faire qui va profiter au pays des impétrants. À tous ces récipiendaires, le directeur général de l'EIFORCE, le général de brigade André Patrice Bitotet, représentant le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, a recommandé de mettre les connaissances acquises au service de leur nation et de l'Afrique en général. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. « 100 jours pour convaincre, c'est le temps que se donne le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative pour traiter 10 000 dossiers d'enseignants en instance. Défi de l'initiative à résultats rapides lancée ce jour à Yaoundé par le ministre Joseph Lé sous l'encadrement de la CONAC. Catherine Toulo-Elanga. C'est une opération coup de poing du ministère de la fonction publique. 10 000 dossiers traités en une centaine de jours, un objectif à atteindre dans le cadre des initiatives à résultats rapides. Le programme a été lancé ce jour par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Joseph Lé annonce le traitement de tous les dossiers d'intégration des enseignants contractuels en instance dans son département ministériel. Des multiples plaintes des usagers relativement aux lenteurs abusées dans le processus de traitement des dossiers d'intégration avaient été enregistrées, d'où cet engagement formel pour réaménager le processus de traitement de ces dossiers. Ce n'est pas la première fois que le ministre de la fonction publique, depuis qu'il est là, n'est-ce pas, conduit ce type d'acte. On en est à la 12e depuis. C'est dire tout son souci, n'est-ce pas, d'apporter plus de transparence, plus de rapidité dans le traitement des dossiers. Le ministère de la fonction publique qui a par ailleurs entrepris d'améliorer les méthodes de travail, met plus que jamais l'usager au cœur de ses préoccupations. 70 à 75% des dossiers de carrière que nous recevons ici concernent les enseignants. Nous avons reçu pas moins de 6 000 dossiers qui concernent les enseignants contractuels. Il a bien fallu réfléchir pour voir comment traiter ces dossiers
Au-delà de la phase de lancement, une visite dans les différents services qui vont abriter les travaux, soit le traitement de 150 dossiers par jour en moyenne, a été effectué. Retour du jeudi des régions dans le 20h30 avec un sujet qui fâche, les litiges fonciers dans notre pays. Cas pratique Douala dans le littoral, des actes de vente déclarés nuls et de nul effet, des terrains de l'État en procès, mais aussi une méconnaissance criarde de la législation foncière. L'ampleur de ce phénomène dans ce panorama présenté par Joseph Itoté, des CRTV Littoral. À Douala, la capitale économique, la pression foncière est telle que le moindre espace vide est regardé d'un œil gourmand par le tout venant. Cette convoitise permanente des terrains a engendré plusieurs conflits dans la capitale économique. Et dans la plupart des juridictions, il n'y en a que pour les litiges fonciers, à plus de 50%. C'est des problèmes récurrents dans tous les tribunaux ici à Douala. Bonaberi, Ndokoti, Bonanjo, même tribunal administratif. Il y a toujours des problèmes pour escroquerie foncière. C'est chaque jour, c'est récurrent ici à Douala. Par-delà la convoitise, les spécialistes du droit foncier ont exploré le fond du problème pour en dénicher les causes plus ou moins explicatives. En premier lieu, je citerai la méconnaissance des textes et le non-respect des textes. Il y a aussi le problème très délicat de l'accaparement des terres dans le cadre des projets agro-industriels ou agricoles que l'on mène. Il y a la prédation. Il y a la prédation familiale. Je citerai les prédateurs professionnels. Il y en a de toutes sortes. Il y a les établissements financiers. Il y a les notaires, il y a les avocats, il y a les agents immobiliers. Pour juguler le problème et le réduire à sa plus simple expression, les professionnels du droit foncier préconisent une vulgarisation accrue des textes en vigueur et la veille foncière. Je ne sais pas s'il y a actuellement des programmes de formation systématiques et tout, ou bien si chacun se débrouille. En tout cas, pendant un certain temps, c'est ce que j'ai cru voir. Bien économique et culturel, le foncier doit s'acquérir en République dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans le strict respect des droits des uns et des autres. Lors de ces conflits, l'administration est régulièrement interpellée. Les conciliations et arbitrages des autorités sont diversement interprétés cependant. Et nos équipes ont mené l'enquête sur le rôle des autorités administratives dans le règlement des litiges fonciers. Voici le résultat avec Olivier Kingemoli. Les questions foncières occupent une bonne place dans les dossiers quotidiens de l'autorité administrative, en face des populations toujours plaignantes. Plus d'une personne a des soucis pour avoir un lopin de terre dans la ville de Douala et partout au Cameroun, à cause d'un laxisme du personnel de l'État. Nous sommes souvent confrontés au fait que tous les terrains appartiennent à l'État. Des évocations qui ont le mérite de préciser le rôle central de l'administration dans la gestion foncière. En ce qui concerne le foncier, l'autorité administrative est au centre. Maintenant, s'il y a des litiges, comme vous dites, évidemment nous constituons les commissions de règlement des litiges. Là, c'est le bon droit. Mais rendons-nous dans les communautés où les litiges fonciers animent la vie des populations. Ça fait partie justement de la société des hommes, c'est-à-dire les individus. Les êtres humains se battront toujours pour l'espace, la lutte pour l'espace vital. Et c'est pour ça qu'il y a souvent justement ces conflits. Et lorsqu'interviennent ces conflits, l'autorité administrative se doit justement toujours en commission de connaître de ces litiges-là. Ici, quand ce n'est pas la justice qui intervient, c'est l'autorité administrative. Nous, en amont, nous commençons d'abord par la conciliation, pour que les parties s'entendent. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et que dire donc de ces règlements sous forme de compensation au bénéfice de l'autorité administrative? Si les sous-préfets devaient avoir les parcelles à chaque arrangement, je crois qu'on se retrouverait avec des tas de des parcelles à n'en plus finir. Non, nous faisons notre travail qui consiste à instaurer la paix, à faire en sorte que la paix règne. Il vaut mieux s'en tenir au principe. Direction Bamenda pour un petit tour dans les marchés. Les populations ont le sourire après l'initiative du maire de la ville permettant de s'approvisionner en denrées alimentaires de première nécessité et ceci à petit prix. L'enquête de quelques espaces marchands menée par Valentin Kouadou.
Depuis sa prise de fonction à la tête de la communauté urbaine de Bamenda, Paul Achobong s'est donné pour premier objectif de lutter contre les lundis morts imposés par les séparatistes. Et comme deuxième objectif, l'amélioration des conditions de vie des habitants de la ville de Bamenda en leur vendant des produits de grande consommation à bas prix. On avait programmé cette activité à Bamenda 2, ça veut dire au marché central. Bon, on a décidé aussi aujourd'hui de faire face à la population de Bamenda 1. Et comme vous pouvez voir, tout le monde nous a accueillis. Le sac du riz qui se vend au marché à 11 000, 12 000, on donne à la population aujourd'hui pour 5 000. Huile d'arachide qui se vend à 1 200, on donne aujourd'hui à 500 francs. Il y a du savon qui se vend à 350, on donne aujourd'hui, disons que pour francs. Une opération salvatrice appréciée par les populations qui étaient déjà pressées par la crise sociopolitique d'une part et la crise sanitaire d'autre part. On paye ici à une moitié du prix, même bas de moitié du prix qu'on peut acheter en ville. Ça aide la famille, ça fait une bonne économie pour la maison. Surtout en ce moment qu'il y a le coronavirus. Je suis très content parce que ça va m'aider à gagner l'argent pour acheter d'autres choses. À travers cette activité, le maire de la ville de Bamenda, Paul Achobong, demande aux populations de vaquer normalement à leurs occupations quotidiennes. Parcourons à présent le registre des appuis à la lutte contre le coronavirus. Et d'abord, ce don d'équipements de protection destiné aux agriculteurs. Il a été remis par l'association CropLife ce jeudi même à Yaoundé au ministre Gabriel Mbaye-Robé en charge de l'agriculture et du développement rural. Ibrahim Mohamed Abbassi. CropLife Cameroun sème la graine de protection des entrepreneurs agricoles contre la Covid-19. Ces kits sanitaires et de protection individuelle viennent renforcer la riposte des acteurs du monde rural face à la propagation du virus. Les producteurs en bonne santé, ça veut dire une production alimentaire assurée pour tous. Donc ça veut dire aussi une nourriture pour tous les Camerounais. Ce dont permet de mettre en pratique les conseils qui sont préconisés. Donc c'est la raison pour laquelle il est constitué de masques en tissu faciaux et également de savon. Les producteurs en zone rurale seront ainsi sensibilisés sur les dangers de la maladie, rassure le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Gabriel Mbaye-Robé a aussi insisté sur le respect des mesures barrières. Ce don est une garantie d'une sécurité alimentaire sans Covid-19 chez les seigneurs de la terre. Sollicitude de la Corée du Sud à l'endroit des jeunes déficients visuels du Cameroun. La COICA, son agence de coopération internationale, a fait don de denrées alimentaires et de matériel de lutte contre le coronavirus. C'était ce jour à Yaoundé. Georges Marcel Messila. À travers le geste de son agence pour la coopération internationale, l'État de Corée du Sud a voulu marquer sa sollicitude à l'égard des couches sociales vulnérables. Nous avons choisi ce centre pour accompagner ces efforts dans le processus d'autonomisation des aveugles. COICA s'engage à l'accompagner dans la riposte anti-Covid-19. Outre les denrées alimentaires, l'agence coréenne a tenu à doter les jeunes déficients visuels de matériel de lutte contre le coronavirus. Un geste apprécié à sa juste valeur. Que le COICA ait pris lui-même l'initiative de venir vers nous, nous apporter ces dons, ces éléments qui vont nous permettre de combattre cette maladie. Nous sommes franchement reconnaissants et nous réjouissons, n'est-ce pas, de cette amitié qui ne fait que se développer. Le don de ce jeudi est à inscrire sur la longue liste des actions que COICA pose depuis l'an dernier à l'endroit du CEJAC. Sancteur de riz dans la suite du journal et précisément à Douala. La société Olam Cameroun vient de mettre à la disposition des 3 hôpitaux agréés pour la prise en charge des malades du coronavirus, mais aussi pour le poste de santé de l'aéroport international de Douala, un important stock de riz de marque. Un don destiné à soutenir les efforts de ces professionnels de santé. Alvin Baongazi.
Des cartons de riz mémé cassés de 20 kg contenant des sacs de 5 kg chacun ont fait l'objet du don de la société Olam Cameroun aux personnels médicaux. Une reconnaissance pour tous les services et sacrifices consentis par ceux-ci depuis le début de la crise sanitaire au Cameroun. Le riz mémé cassé pense vraiment que c'est les vrais héros de cette crise ou de cette situation sont le personnel médical. Parce que sans eux, il n'y a pas de prise en charge. Cette marque, pour nous, elle représente le soin d'une famille, le soin d'un bien-aimé. Et nous voulons partager cet amour avec tous les gens qui sont directement impliqués dans le Covid-19. La caravane mémé cassé, ce riz de qualité supérieure, s'est rendue tour à tour à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, à l'hôpital général et à l'hôpital Lakentini. À chaque étape, un message de réconfort à ces hommes et femmes en blouse blanche. L'objectif est de toucher au-delà de plus de 1000 personnels médicaux qui sont impliqués dans le Covid-19. Une marque de solidarité et de générosité qui n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. C'est assez particulier qu'ils pensent directement au personnel qui a la charge des malades et je pense que ça va être quelque chose de très très sensible pour eux. Et je vais me faire fort de distribuer à ceux qui travaillent vraiment au quotidien. Ça va leur donner davantage de force et d'engouement pour la prise en charge des patients. Le poste de santé aux frontières de l'aéroport international de Douala a également reçu des sacs de riz mémé cassé, une action de la société Olam Cameroun qui s'inscrit dans la continuité. À son actif, 50 millions de francs CFA déjà versés dans le Fonds national de solidarité créé par le chef de l'État Paul Biya, ainsi que la distribution du pain et des masques, entre autres. Des prises de température massives désormais possibles grâce aux prouesses technologiques de la société Global Investment Trading. Elle vient de mettre à la disposition du ministère de la Santé publique des lunettes intelligentes, une arme efficace contre la pandémie, selon les propos du ministre de la Santé publique lui-même. Joséphine Eneke de CRTV Centre. Le don de la firme Global Investment Trading est la réponse à l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Nous entrons dans la politique du chef de l'État et il est normal que chaque entreprise citoyenne située au Cameroun ou basée au Cameroun puisse participer à cet élan de solidarité. La dotation se résume à 4 paires de lunettes intelligentes d'une valeur de 27 millions de francs CFA et des espèces sonnantes et trébuchantes. Alors nous avons apporté des lunettes infrarouges, des lunettes thermiques qui permettent de détecter la température des uns et des autres à une distance allant de 5 à 10 mètres. On peut détecter la température de 15, 20, 50, 100 personnes au même moment. Nous savons que bientôt les frontières seront ouvertes, les aéroports, les espaces publics, que d'utiliser toujours les thermoflash où vous allez détecter la température d'une personne après une autre. Nous pensons qu'avec ces lunettes, on peut détecter la température de plusieurs personnes au même moment et à distance. Donc voilà ce que nous avons apporté, accompagné d'un chèque de 5 millions de francs qui pourra permettre au ministère de se doter du matériel à leur convenance. La société Global Investment Trading s'engage également à mettre à la disposition des pouvoirs publics une nouvelle application, question de faciliter l'accès aux soins de santé. Une application de télémédecine qui sera présentée certainement au ministère des Postes et Télécommunications et plus tard ici au ministère de la Santé, qui permettra à tous les citoyens camerounais de se faire consulter à distance et donc n'iront à l'hôpital vraiment que par nécessité. Donc voilà les différentes solutions que nous proposons, que nous avons et nous mettons à disposition de tous les ministères. Et s'ils en ont besoin de nous contacter, et nous ferons le reste. Spécialisée dans l'économie numérique et la crypto-monnaie, l'entreprise fondée en 2017 donne aujourd'hui l'opportunité aux jeunes d'intégrer le monde de l'emploi à travers son nouveau produit dénommé l'IEP Limal. Il y a 126 ans, naissait le Comité international olympique. En attendant la commémoration de l'événement mardi prochain, le Cameroun a lancé ce jour une série d'activités de promotion des valeurs olympiques. À la manette, le Comité national olympique dans un contexte marqué, comme vous le savez, par l'absence des compétitions. Que fait-on pour garder la flamme dans ces conditions? Germain-Noël Essingé. Situs, altus, fortus. Traduction, plus haut, plus vite, plus fort. Cette devise si chère à l'olympisme est malheureusement mise en berne
En ce temps de Covid-19, au Comité national olympique, la santé du n'a pas de prix. Le sportif, s'il veut continuer à pratiquer son sport et devenir le sportif de haut niveau demain, il doit être très attaché à l'observation de ces mesures de sécurité pour sa santé. Parce que la santé de l'athlète est fondamentale pour ce qui concerne l'activité sportive qu'il pratique. Certains athlètes ont fait de la pratique sportive toute une profession. L'OCNO-SC en a pris la mesure pour un accompagnement adéquat. Le mouvement olympique international va accompagner les sportifs dits professionnels, c'est-à-dire ceux qui gagnent de l'argent, qui payent leur loyer, qui se nourrissent et qui se soignent des compétitions sportives rémunérées organisées par les fédérations internationales. Cette semaine commémorative est aussi une occasion pour poser les bases d'une réflexion dans la perspective d'une reprise éventuelle du sport. J'ai constitué un groupe de réflexion avec les fédérations les plus importantes. Je parle du football, du volleyball. J'ai associé aussi le golf parce que le golf est un sport majeur et nous avons la chance d'avoir son président qui est un médecin. En attendant, l'heure est à la propagation des valeurs clés du mouvement olympique, l'amitié, l'acceptation et la non-stigmatisation des athlètes qui seraient affectés. Ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Danny Faure, président de la République des Seychelles, à Victoria. Monsieur le Président et chers frères, il me plaît de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration le 18 juin de la fête nationale de votre pays. J'y joins mes vœux de santé et de progrès pour le peuple séchellois. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Et c'est signé Paul Biya. Ainsi va le Cameroun ce soir à partir de demain. Karine Olivier Habit sera là pour le 20h30 du week-end. Si vous planifiez des sorties en cette fin de semaine, veuillez porter un masque et emporter avec vous un désinfectant. Passez d'agréables moments sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.